Le jour de mon mariage, mon prénom, Camille, a résonné dans une petite chapelle de Haute-Savoie remplie d'invités, mais pas une seule personne de ma propre famille ne s'est levée pour m'accueillir. 3 rangées vides me fixaient, comme une punition que je ne comprenais toujours pas. L'odeur des lys dans ce domaine viticole au bord du lac d'Annecy était entêtante, mais elle ne suffisait pas à masquer la piqûre froide et métallique de l'exclusion. Et juste au moment où je pensais que l'abandon était la pire chose qu'il pouvait me faire, mon père, François, m'a prouvé le contraire. Il ne s'est pas contenté de boycotter ma joie, il a signalé avec une finalité écrasante que je ne faisais plus partie de cette famille. Avez-vous déjà eu l'impression d'être invisible au sein de votre propre famille? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires, j'aimerais savoir qui fait partie de notre communauté. La réception battait son plein dans le domaine, un flot de tintements de cristal et de rires orchestrés. Thomas me faisait tourner sur la piste de danse, sa main chaude et ferme dans le bas de mon dos. Pour nos invités, cela ressemblait à la plus belle nuit de ma vie. Pour moi, c'était le premier jour d'une liquidation attendue depuis trop longtemps. Ma famille avait boycotté la cérémonie, envoyant un message clair, leurs actions dans ma vie étaient tombées à zéro. Mais François, mon père, essayait encore de spéculer sur un vieux crédit. Je me suis éloigné de la musique pour trouver un moment de calme dans la suite nuptiale. C'est alors que mon téléphone a vibré. Un SMS de François. Il n'y avait pas de félicitations, pas de « tu es magnifique » et certainement pas d'excuses pour ces 3 rangées vides à l'église. C'était une facture déguisée en exigence. Il m'annonçait que le mariage de mon frère Théo était prévu pour août et qu'ils avaient besoin de 8 000 € pour réserver le domaine au bord du lac dès le lendemain matin. Il a même eu l'audace d'écrire « Comme tu as économisé beaucoup d'argent en n'ayant pas de famille à ton mariage, tu vas payer cet acompte pour ton frère. » C'est la moindre des choses. Je me suis assise sur le bord de la méridienne en velours, ma traîne en dentelle blanche s'étalant sur le sol comme du lait renversé. Je n'ai ressenti ni la chaleur de l'indignation, ni la piqûre des larmes. Ces émotions étaient trop chères et j'avais fini de les dépenser pour lui. Au lieu de cela, j'ai ressenti une clarté clinique et froide. J'ai réalisé à ce moment-là que ma relation avec ma famille n'avait pas été bâtie sur l'amour. C'était un service d'abonnement et c'était moi qui réglais la facture des options premium pour tous les autres. Ma compassion avait été un luxe qu'ils avaient surexploité pendant des années. Ce n'était plus un drame familial, c'était une erreur comptable et j'allais enfin corriger les livres. J'ai ouvert mon application bancaire avec des doigts fermes. Je n'ai pas demandé l'avis de Thomas et je ne me suis pas arrêté pour anticiper les retombées. J'ai tapé le montant du virement, exactement 1 €. Dans le libellé, je n'ai pas déversé un flot de colère. Je suis resté professionnel. J'ai écrit « Meilleurs vœux pour Théo. Vous allez en avoir besoin. » J'ai cliqué sur envoyer et j'ai regardé l'écran de confirmation briller dans la pièce sombre. C'était la transaction la plus satisfaisante que j'ai jamais autorisée. Je versais le dernier dividende avant de fermer le compte pour de bon. Quand nous sommes enfin rentrés chez nous tard cette nuit-là, l'adrénaline de la réception avait laissé place à une conscience aiguë et concentrée. J'ai posé mon bouquet sur l'îlot central de la cuisine et je me suis figé. Là, posée sur le comptoir en granit, se trouvait une clé argentée, le double des clés de mon père. Il n'était pas venu me voir remonter l'allée, mais il avait jugé bon de s'introduire chez moi pendant que j'étais au domaine. Il n'avait pas demandé la permission. Il n'en avait même pas parlé. Il avait simplement utilisé la clé qu'il m'avait forcé à lui donner lorsqu'il s'était porté caution solidaire pour mon prêt immobilier comme un passe-partout pour ma vie privée. Je ne l'ai pas appelé pour hurler. Je n'ai pas exigé d'explication. J'ai regardé cette clé pour ce qu'elle était, une encre physique attachée à un passé que je laissais derrière moi. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé un serrurier de garde. Durant ma nuit de noces, alors que d'autres mariés ouvraient des enveloppes et buvaient le reste du champagne, je me tenais dans mon entrée à regarder un professionnel percer les anciens cylindres. Le bruit du métal qui grince était la seule musique que je voulais entendre. À 2 heures du matin, chaque serrure de chaque porte était neuve. Le serrurier m'a tendu un lourd anneau de clé en laiton et, pour la première fois de ma vie, j'ai eu l'impression que l'air dans ma propre maison m'appartenait. Mon père avait passé 30 ans à traiter mes limites comme de simples suggestions. Mais les règles d'engagement avaient officiellement changé. J'ai rassemblé les vieilles clés et celles qu'il avait laissées sur mon comptoir et je les ai jetées au fond de la poubelle. L'abonnement avait officiellement expiré. Je me suis couché en sachant qu'au lever du soleil, je ne serais pas seulement une épouse ou une ambulancière du SAMU, je serais la seule architecte de ma propre sécurité.
Alors que j'étais assise dans le calme de ma maison fraîchement sécurisée, je ne me sentais pas comme une jeune mariée savourant l'éclat de sa fête. Je me sentais comme un expert comptable examinant une succession en faillite. Pendant des années, j'avais été l'investisseur silencieux dans la version de la famille selon mon père. Et il était temps d'auditer les comptes. J'ai sorti mes vieux cahiers de l'époque de mes études, les pages tachées de café et d'épuisement après des journées de 18 heures. Pour les voisins de notre petite ville, François était le héros, l'ancien capitaine des pompiers, l'homme qui sauvait les maisons. Mais dans notre maison, c'était l'homme spécialisé dans le recouvrement de dettes. Quand j'ai décidé de devenir ambulancière, il a proposé de m'aider pour mes frais de scolarité. Il a payé exactement un semestre, soit 12 000 €. À l'époque, je pensais que c'était un cadeau. J'ai vite appris que c'était un prêt à taux usuraires sur mon autonomie. Pendant les 3 années suivantes, alors que j'enchaînais 3 boulots pour payer le reste de mon diplôme, François s'est servi de ce seul semestre comme d'une laisse. Chaque fois que j'essayais de fixer une limite ou que je disais non à l'une de ses exigences, il ressortait le grand livre. « Comment peux-tu être si ingrate ?» demandait-il. Après m'être saigné pour tes études, il énumérait ce paiement unique comme s'il avait financé un doctorat à la Sorbonne. Pendant ce temps, je faisais des doubles gardes dans l'ambulance et je travaillais comme serveuse le week-end juste pour payer mes manuels et mon loyer. Je me souviens du jour où Théo a eu 21 ans. Mon père lui a acheté une voiture de sport neuve, comptant, sans caution, sans aucune condition cachée. Quand j'ai demandé pourquoi Théo recevait un véhicule alors que je conduisais encore une vieille citadine dont la boîte de vitesse lâchait, le visage de mon père s'est durci. « Théo a un avenir qu'il doit construire », a-t-il dit. « Tu es une fille, Camille. Tu vas juste te marier et laisser quelqu'un d'autre s'occuper de toi. Arrête d'être si sensible. » Cela m'amène à la réalité d'être la survivante dans une maison bâtie sur le favoritisme. Pendant des années, j'ai cru que si je travaillais plus dur, si j'étais plus utile, la balance finirait par s'équilibrer. Mais le silence n'est pas toujours synonyme de paix. Parfois, c'est un mécanisme de survie. J'étais piégé par les chaînes invisibles d'une survivante, vivant dans une maison sans âme où chaque interaction était une transaction. On m'avait conditionné à croire que ma seule valeur résidait dans ce que je pouvais apporter à l'héritage de François et au confort de Théo. Je suis restée silencieuse, non pas par faiblesse, mais parce que j'attendais le moment où j'aurais assez de fonds propres pour racheter ma propre liberté. J'avais déjà remboursé ces 12 000 €. Je l'avais fait 6 mois auparavant, avec les intérêts que j'avais moi-même calculés selon les taux du marché. Je ne voulais pas leur devoir un seul centime de capital émotionnel. J'avais envoyé le dernier chèque avec une lettre recommandée, que François avait probablement ignorée jusqu'à ce qu'il ait besoin de ces 8 000 € pour le mariage de Théo. En regardant les nouvelles clés en laiton sur mon comptoir, j'ai réalisé que je n'étais plus actionnaire de leur toxicité. J'avais liquidé mes actifs émotionnels et je les avais transférés sur un nouveau compte. Théo avait passé toute sa vie à recevoir des aides, un enfant gâté dont les paillettes étaient financées par mon travail et la fierté mal placée de notre père. Il avait des voitures de luxe et aucune éthique de travail, alors que j'avais des cicatrices de mes interventions d'urgence et un compte bancaire qui m'appartenait entièrement. Le livre de compte était enfin fermé et, pour la première fois, je ne cherchais pas un moyen de rembourser une dette que je n'avais jamais réellement contractée. Je contemplais enfin un surplus de respect de soi. L'assignation au tribunal n'est pas arrivée avec un coup dramatique à la porte. Elle a été déposée dans ma boîte aux lettres, glissée entre une publicité pour un jardinier et une facture pour l'assurance de notre lune de miel. L'enveloppe était épaisse, lourde, et portait le sceau rouge vif du greffe du tribunal de grande instance. Je n'ai pas laissé mes mains trembler en la déchirant. Je me suis tenu sur mon perron, le vent d'hiver de Savoie me cinglant le visage, et j'ai lu les mots qui déclaraient officiellement mon père et mon frère comme mes adversaires juridiques. François m'accusait d'avoir détourné 16 000 € provenant de l'assurance vie complémentaire de ma défunte mère. La plainte était aussi détaillée qu'elle était délirante. Il prétendait que pendant les dernières semaines de ma mère à l'hôpital, j'avais utilisé mes diplômes médicaux et mon statut de soignante principale pour falsifier sa signature sur un formulaire de changement de bénéficiaire. Il brossait le portrait d'une fille prédatrice, quelqu'un qui avait vu une opportunité dans la confusion d'une femme mourante pour l'arracher à l'héritier légitime, mon frère Théo. C'était un chef-d'œuvre stratégique d'assassinat de personnages. En utilisant ma profession contre moi, il ne s'en prenait pas seulement à mon compte en banque, il s'en prenait à mon diplôme d'État. Il savait qu'en tant qu'ambulancière, ma carrière reposait sur la confiance.
Si j'étais ne serait-ce que soupçonné d'abus de faiblesse financier sur personnes vulnérables, mon autorisation de service au SAMU serait immédiatement suspendue. Il n'essayait pas seulement de récupérer la compte du mariage de Théo, il essayait de réduire tout mon monde en cendres pour que son fils en or reste au chaud. C'est le piège de la cruauté normalisée. Pour le monde extérieur, cela ressemblait à un père réclamant justice pour un héritage volé. Mais à l'intérieur des murs de notre histoire, ce n'était qu'un mardi ordinaire. François avait passé des décennies à normaliser l'idée que ma vie et mes actifs étaient simplement une banque de secours pour les échecs de Théo. Dans son esprit, il ne commettait pas de parjure et ne détruisait pas sa fille, il redistribuait simplement les ressources là où elles étaient le plus nécessaires. Pour un homme comme François, la survie du nom de famille, incarné entièrement par Théo, valait n'importe quel prix, surtout si c'était quelqu'un d'autre qui payait. Son sentiment de légitimité était devenu si profond qu'il croyait sincèrement que mon refus de payer était une forme de vol. Parce que j'avais osé arrêter d'être son filet de sécurité, il se sentait justifié de créer un nouveau récit où j'étais une criminelle. Il avait normalisé l'exploitation de mon travail pendant si longtemps que mon autonomie lui semblait être un acte de guerre. Il ne voyait pas une fille qui s'affirmait, il voyait un actif rebelle qu'il fallait remettre au pas. L'ironie était assez tranchante pour faire couler le sang. Il voulait ses 16 000 € pour financer le mariage de rêve de Théo dans ce même domaine viticole au bord du lac où il m'avait laissé seul devant l'hôtel. Il voulait que je finance leur simulacre de famille parfaite pendant qu'ils essayaient activement de démanteler la vie que j'avais construite. J'ai regardé le sceau rouge sur le papier et j'ai senti une froideur familière m'envahir. Ce n'était pas le moment pour le chagrin ou la réconciliation. C'était une bataille pour ma survie. Je ne l'ai pas appelé pour discuter. Je n'ai pas envoyé de SMS de colère. J'ai simplement pris mon téléphone et j'ai appelé une avocate que j'avais rencontrée lors d'une intervention d'urgence des mois auparavant. Il était temps d'arrêter d'être la fille utile et de commencer à être le témoin implacable. La sonnette a retenti à 7h15 du matin. C'était un martèlement rythmé et agressif auquel je m'attendais. J'ai regardé par le Judas et j'ai vu François. Il n'était pas seul. 2 gendarmes se tenaient derrière lui, leur haleine formant de la buée dans l'air froid. François tenait une liasse de papier jauni, les documents originaux de la caution qu'il avait signés 3 ans plus tôt. Il avait l'air triomphant, comme s'il était enfin sur le point de reprendre un territoire qui avait fait sécession. J'ai ouvert la porte d'exactement 10 cm, la chaîne de sécurité étant toujours enclenchée. François n'a pas attendu les salutations. Il a crié aux gendarmes, c'est elle. Elle a changé les serrures de ma propriété. Je me suis porté caution pour cette maison et j'ai le droit légal d'y entrer. J'ai répondu calmement, tu vis dans le passé, François. Tu as oublié les papiers que tu as signés il y a 3 ans. Quand je t'ai sauvé la mise pour empêcher la saisie de tes biens, tu as signé un acte de cession conditionnelle. Les termes étaient clairs. Si tu ne contribuais pas à l'emprunt pendant 24 mois consécutifs, le titre de propriété me revenait entièrement. Je n'ai pas volé la maison. J'ai simplement exécuté le contrat que tu as signé quand tu étais aux abois. J'ai renégocié le prêt à mon seul nom le mois dernier parce que, légalement, tes intérêts dans cette propriété ont expiré depuis longtemps. L'un des gendarmes a pris les documents que je lui tendais. Il a pris son temps pour les examiner, ses yeux parcourant les cachets notariaux. Il s'est tourné vers mon père, son ton changeant, « Monsieur, vous n'avez plus aucun droit sur cette propriété. Vous devez partir immédiatement, sous peine d'être poursuivi pour violation de domicile. » Le choc sur le visage de François a été le premier paiement réel que j'ai reçu en des années. Il regardait les papiers comme s'ils étaient écrits dans une langue morte. Il a bafouillé des mots sur la loyauté et la famille, mais la loi ne se souciait pas de sa version de la loyauté. Les gendarmes l'ont escorté vers l'allée, sa stature autrefois imposante de capitaine des pompiers semblant frêle et vidée de sa substance sous le ciel gris d'hiver. Les rouages de la justice ont tourné lentement. Pendant 8 longs mois, nos avocats ont échangé des conclusions. François pensait qu'il pourrait gagner en faisant traîner les choses, espérant que je me lasserais et que je finirais par payer. Il ne réalisait pas que chaque mois d'attente était un mois de plus pour mon enquêteur pour fouiller dans ses dossiers. Au moment où nous avons atteint le tribunal, mon avocate avait déjà demandé un jugement sommaire. Nous n'étions pas là pour débattre, nous étions là pour présenter l'audit final de ces mensonges. Le matin de l'audience ressemblait à l'autopsie d'une relation morte. Les lumières fluorescentes du palais de justice étaient impitoyables, jetant un éclat pâle et clinique sur les bancs de bois. François était assis sur la chaise du plaignant,
le dos rigide, essayant toujours de projeter l'autorité d'un capitaine. Théo était assis derrière lui, les yeux rivés vers la porte, son costume de créateur ressemblant à un déguisement sur un homme qui n'avait jamais travaillé un seul jour de sa vie. J'étais assise avec Vanessa, mon avocate, mes mains posées sur un dossier qui contenait les données nécessaires pour mettre fin à cette mascarade. Lorsque le juge a demandé des preuves concernant les 16 000 € manquants, Vanessa s'est levée. Elle n'a pas plaidé, elle n'a pas utilisé de langage émotionnel. Elle a simplement présenté les relevés GPS de l'ambulance et mes registres d'intervention. Les nuits où les fonds ont été retirés, a-t-elle dit, sa voix résonnant dans la salle stérile, Camille se trouvait à plus de 50 km de là, pratiquant des manœuvres de réanimation sur un patient en arrêt cardiaque. Sa position est vérifiée par les données satellites fédérales. Le juge a examiné les registres et j'ai vu mon père perdre toute couleur. Mais François avait commis une erreur fatale dans son avidité. Vanessa a présenté un second jeu de documents, des demandes de prêt à mon nom que je n'avais jamais signées. Il n'avait pas seulement menti sur l'argent de l'assurance, il avait usurpé mon identité pour ouvrir des lignes de crédit afin de financer le train de vie de Théo. Ces 16 000 € n'étaient pas un vol de ma part, c'était le montant exact qu'il avait détourné en utilisant mon identité. Quand le rapport de l'expert en graphologie a atterri sur le bureau du juge, la posture triomphante de François s'est finalement effondrée. Mais l'exécution finale restait à venir. Vanessa a sorti la copie d'un reçu du crédit municipal. Nous avons également des documents concernant l'acompte de 5 000 € que Théo a versé pour son photographe de mariage, seulement 2 jours après le début des retraits sur le compte de l'assurance. Et voici, a-t-elle poursuivi en faisant glisser l'image vers le juge et mon père, l'objet qu'il a laissé en gage. François s'est penché en avant, les mains tremblantes en regardant le reçu. La description était sans équivoque, une médaille d'or pour acte de courage et de dévouement des pompiers, gravée au nom du capitaine François Henderson. Pendant un moment, la salle est devenue totalement silencieuse. J'ai regardé le monde de mon père imploser. Le fils pour lequel il avait boycotté mon mariage, le fils pour lequel il avait essayé de me faire condamner, avait vendu la seule chose que François possédait réellement de valeur pour payer une fête de vanité. François s'est tourné vers Théo, sa voix étant un murmure brisé qui portait plus loin que n'importe quel cri, « Tu as pris ma médaille, Théo. Je t'ai tout donné. » Théo n'a même pas pu le regarder. Il fixait simplement le sol, son silence valant confession. C'était une faillite morale totale. C'est le pouvoir de l'illusion du portefeuille vide. Mon père avait passé des années à agir comme si son autorité sur moi était inhérente, une loi naturelle de la hiérarchie familiale. Mais en réalité, son pouvoir n'était qu'une coquille louée, entièrement financée par ma complaisance et mon argent. Il avait construit son identité sur le rôle de pourvoyeur, alors que c'était moi qui réglais les factures. Dès que j'ai arrêté de jouer le jeu et que j'ai coupé le flux d'argent, l'illusion s'est évanouie. Ce n'était plus un capitaine, c'était juste un homme destiné à finir dans un logement social, réalisant que la seule personne qui lui accordait réellement de la valeur était la fille qu'il venait de tenter de détruire. Son statut était tombé à zéro et il voyait enfin le véritable solde de sa vie. Je me suis levé alors que le juge rendait son verdict, rejetant les charges contre moi avec interdiction de nouvelles poursuites. Je n'ai ressenti ni joie, ni pitié. J'ai ressenti la même satisfaction détachée qu'après un travail bien fait. J'ai regardé les 2 hommes de l'autre côté de l'allée, l'un vidé par l'avidité, l'autre par un orgueil sans fondement. Je n'étais plus un actif qu'ils pouvaient liquider. C'était moi qui avais enfin audité l'âme de la famille et l'avais trouvée déficitaire. Je leur ai tourné le dos et je suis sorti dans l'après-midi froid de Haute-Savoie, laissant les cendres de leur fierté derrière moi. Le mariage de Théo n'a jamais eu lieu. Au lieu d'une cérémonie au domaine remplie de fleurs coûteuses et de faux sourires, il a reçu une convocation au tribunal pour fraude et usurpation d'identité. Le monde de François ne s'est pas seulement fissuré, il s'est désintégré. Il a été forcé de vendre la maison familiale, celle que j'avais passé 48 mois à payer, juste pour couvrir les réparations qu'il me devait et les frais de justice croissants de son assaut raté contre mon honneur. Il a emménagé dans une petite chambre meublée à la périphérie de la ville, vivant enfin la réalité qu'il avait passé des années à prétendre être la mienne. J'ai pris le reste de mes économies, l'argent que nous avions mis de côté pour notre lune de miel, et je suis retourné dans ce crédit municipal froid et sombre. J'ai racheté la médaille d'or du courage et du dévouement. En la tenant, je n'ai rien ressenti d'autre que le poids d'un métal froid et indifférent. François m'a envoyé un message par l'intermédiaire d'un voisin, me suppliant de la lui rendre, disant que c'était le seul morceau de son âme qui lui restait.
Je n'ai même pas répondu. Je suis allé au musée local des sapeurs-pompiers et je la leur ai remise. Je ne leur ai pas demandé de l'honorer lui, j'ai demandé à ce qu'elle soit exposée sous le nom de ma mère. C'était un hommage à la bravoure tranquille de ceux qui endurent, et non à la fierté bruyante de ceux qui exploitent. Cette partie de mon histoire est pour ceux d'entre vous qui ont passé leur vie assis à la table des restes, pour ceux qui sont traités comme une ressource invisible, un compte en banque avec un pouls ou une ombre dans leur propre maison. Je connais le poids de ce silence. Je connais la piqûre de ces rangées vides à l'église. Mais je veux que vous sachiez que votre valeur n'est pas une transaction. Vous ne devez pas votre avenir à des gens qui ne valorisent que votre utilité. Se réapproprier sa vie n'est pas une question de vengeance, c'est une question d'équilibre. C'est réaliser que la chose la plus puissante que vous puissiez dire à une personne qui vous considère comme acquis est « non ». Aujourd'hui, l'air semble différent. Thomas et moi avons passé l'après-midi au domaine viticole avec mon équipe du SAMU. Nous nous sommes assis là où ces rangées vides se trouvaient autrefois, entourés de gens qui m'ont vu au plus bas et qui sont restés malgré tout. J'ai regardé le lac et j'ai réalisé que je ne respirais plus à travers une douleur. J'ai enfin trouvé la famille que je mérite. Le livre de comptes est fermé, les serrures sont changées et, pour la première fois en 30 ans, je suis enfin chez moi. La vraie famille se compose des personnes qui sont là quand vous en avez besoin, et pas seulement de celles qui partagent votre sang.